What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez un podcast. Cette semaine, vous le savez, c'est la 25e semaine, c'est-à-dire que j'ai lu 75 livres, puis je voulais vous gâter par le fait même, puis vous faire 2 vidéos supplémentaires. Parmi ces 2 vidéos-là, je tenais à vous faire une vidéo qui vous parlerait en fait d'une de mes passions, parce que justement, si vous me suivez, vous savez, je lis 3 livres par semaine, je fais du montage, je tourne mes vidéos aussi tout seul. Puis parallèlement à ça, je travaille 40 heures, j'ai une job à temps plein. Mais je tenais à vous montrer en fait que c'est possible en fait de lire beaucoup, de travailler 40 heures ou d'aller à l'école 40 heures, puis de quand même avoir une vie au travers de tout ça. Donc j'ai décidé de vous parler de télé-réalité. La télé-réalité, c'est vraiment une de mes passions en vie. J'écoute beaucoup plus de télé-réalité que j'écoute d'œuvres de fiction. C'est triste à dire de même, là, mais c'est le cas. Donc j'ai décidé de vous faire une tier list avec, selon moi, les meilleures et les pires télé-réalités. C'est toutes des télé-réalités que je consomme soit de manière régulière ou que j'ai déjà consommé de manière régulière. Donc, that's it. Fait que je commence ça tout de suite avec Big Brother Célébrité. Big Brother Célébrité, en fait, c'est le show qui m'a donné le plus envie de vous parler de télé-réalité aujourd'hui parce que la 2e saison est en ondes en ce moment. Puis honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment step leur game up cette saison-ci. C'est le genre de télé-réalité que j'aurais probablement placé dans le tier E ou dans le tier F. Si ça avait été seulement basé sur l'année dernière, parce que honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Les candidats qui partaient, le format n'était pas vraiment celui auquel j'étais habitué comparativement aux autres Big Brother qui sont ailleurs. Puis je trouve pas que c'est tant que ça une bonne idée d'initier le peuple québécois à des téléréalités plus stratégiques avec des célébrités parce que historiquement, en fait, dans ce genre de TV show-là, les saisons avec des célébrités, c'est souvent les saisons où le gameplay est le moins bon. Je pense que c'est vraiment important si on veut initier le peuple québécois à ce genre de télé-réalité-là. Il faut leur montrer des bons backstabs, il faut leur montrer des moves qui sont un peu plus éclatants, un peu plus flamboyants. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement avec la première saison. La 2e saison est vraiment bien partie. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je trouve ça intéressant qu'on ait été chercher des célébrités peut-être un peu moins connues qui vont avoir plus intérêt à rester longtemps dans la maison. Donc définitivement, Big Brother Célébrité, c'est un show que je surveille cette année. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça n'a pas encore fait ses preuves malheureusement, fait que pour moi ça va à C, mais ça a définitivement le potentiel de monter à B, potentiellement même à A si on continue de faire des saisons, puis qu'on s'habitue à un gameplay peut-être un peu plus agressif avec des moves un peu plus flamboyants. Puis aussi, je m'excuse, je ne l'ai pas mentionné au début du vidéo, mais pour toutes les télé-réalités, je vais vous conseiller soit une saison, soit un épisode. Dans le cas de Big Brother Célébrité, c'est simplement de surveiller la 2e saison. Je pense que ça va être une saison intéressante. Donc, gardez un œil là-dessus. Pour la 2e télé-réalité, j'ai décidé de vous parler de RuPaul Drag Race. RuPaul Drag Race, c'est probablement un show que vous connaissez. C'est un show en fait dans lequel c'est une compétition de drag queen. Donc on a vraiment le processus créatif avant, on a le défilé par la suite, le lip sync battle. Donc on a vraiment une espèce de condensé de cette culture-là. C'est intéressant. Tout l'aspect créatif est vraiment intéressant. J'aime ça voir comment ils vont développer leur look, comment ils vont développer leur maquillage, à quel point un peu de contouring, ça peut faire toute une différence dans une face. Puis, juste pour cet aspect-là, je trouve que c'est un show qui est vraiment intéressant à regarder. Par contre, c'est un show qui est très redondant. C'est les mêmes phrases qui sont redites à tous les épisodes. C'est le même format à tous les épisodes. Il y a la compétition qui est intéressante. On se ramasse toujours à root pour quelqu'un. Mais pour moi, c'est pas une émission qui est intéressante à binge-watch sur une longue période de temps. C'est probablement le genre de show dans lequel vous allez tomber puis vous allez rester seulement qu'un petit moment pour repartir malheureusement. Si j'avais une saison à vous conseiller, ce serait la saison avec Kimchi, Bob the Drag Queen et Naomi Small entre autres. Il y a également Chichi Devane que j'aime beaucoup dans cette saison-là. C'est la saison numéro 8. Vraiment, c'est une saison qui serait digne d'être une saison All-Star. Malheureusement, pour la redondance du show, pour le fait en fait que justement on met l'aspect créatif de l'avant mais peut-être pas assez. Je vais mettre ça à D.
Ensuite, il y a Queer Eye qui est un excellent show. C'est vraiment un heartwarming show. C'est un show qui va vous faire pleurer, un show qui va vous faire sourire. C'est vraiment intéressant en fait comme concept. C'est 5 hommes homosexuels qui ont chacun vraiment leur spécification puis qui vont faire un makeover d'une personne qui l'échappe un peu d'une manière ou d'une autre. Donc il y a une personne qui va s'occuper des vêtements, une personne qui va s'occuper du côté plus psychologique, une personne qui va apprendre à la personne à cuisiner. On va avoir également Jonathan Van Ness qui est responsable des cheveux et du maquillage et un house decorator. Donc c'est vraiment un makeover complet. Pour cette raison-là, c'est vraiment un show qui s'écoute bien parce que qui n'a pas envie d'avoir un makeover dans la vie. Donc j'aime beaucoup Queer Eye. C'est sûr que c'est pas un show là, révolutionnaire. C'est pas le type de show que je vais avoir tendance à écouter dans le sens qu'il n'y a pas nécessairement de stratégie, de manigance, etc. C'est un show dans lequel on suit un individu pendant un épisode. Donc c'est sûr que vu qu'il n'y a pas de personnages récurrents, ben on s'attache surtout aux 5 animateurs, ce qui fait que ça leur fait de la publicité, c'est bon, c'est intéressant, parce que je trouve que vraiment c'est le genre de show qui fait du bien à écouter un dimanche de pluie. Je vais le mettre à B. Ouais, je vais le mettre à B. Je pense que ça mérite sa place là. Si j'avais une saison à vous conseiller, ce serait la dernière saison qui a été mise sur Netflix récemment. Le numéro de la saison, je ne l'ai pas, mais vous allez être capable de la trouver très facilement. Coup de foudre avec Mathieu Baron. Quel excellent show, hein? Coup de foudre, on se rappelle tous de ce concept incroyable des gens qui se rencontrent mais qui se voient pas. Un individu qui pose des questions à 3 individus qui ne voient pas, des individus de l'autre sexe ou du même sexe. En fait, de la préférence sexuelle du premier individu dit. Donc, non, c'est pas un show, c'est pas un très bon show, Coup de foudre. Mathieu Baron, vraiment pas un bon animateur. Le punch final, c'est qu'à la fin, s'il réussit à trouver la bonne personne, ils vont sur une date ensemble. On voit pas la date, fait qu'on peut pas. Moi, j'aurais aimé ça, qu'on ait un follow-up, qu'on voit la date, comment ça va, à quel point ça doit être catastrophique ces dates-là. Coup de foudre, je binge-watchais ça là, à mon premier appartement quand il n'y avait rien qui passait à la télé. Ça va à F, c'est pas très bon. Mathieu Baron, on s'ennuie pas de toi. Pas d'épisode particulier, beaucoup de foudre là, c'est tout aussi bon. Parlant de Mathieu Baron, Love Story. Quel excellent show qui était Love Story, honnêtement. Moi, j'ai eu le plaisir, en fait, d'être initié aux téléréalités plus stratégiques à l'aide de Love Story. On va s'entendre sur un fait, Love Story, c'est une reprise de Big Brother, beaucoup moins stratégique, beaucoup plus québécoise. À l'époque, ça faisait compétition avec Occupation Double, donc il y a vraiment l'aspect de la romance dans tout ça. C'est peut-être pour ça que c'est pas un show qui s'est développé à son plein potentiel. Ça reste que c'est un show qui a fait beaucoup jaser. C'est un show qui a duré 6 saisons. On a eu même une saison All-Star. C'est un show qui est disponible en entier sur YouTube. Je vous le conseille vraiment fortement. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai adoré Love Story. J'aime beaucoup l'aspect, en fait, contrairement à Big Brother, c'est pas des éliminations seulement décidées par les candidats qui sont à l'intérieur du LOF. Il y a également des éliminations qui sont décidées par le Québec, ce qui fait que les joueurs, s'ils sont stratégiques, sont capables d'aller chercher l'amour du public et l'amour de la maison, tout en restant eux-mêmes, bien sûr, dans la mesure du possible. La seule chose, selon moi, qui manque à Love Story, c'est un jury. C'est le fait que ce soit le Québec qui votait à l'époque et non pas les candidats. Je pense que ça dénature un peu le principe de base de Big Brother, mais du moins c'est un très bel essai pour l'époque d'amener une télé-réalité plus stratégique au Québec. Pour moi, Love Story, parce que je l'ai écouté en rétroactive puis que j'ai adoré ça, fait que ça a quand même bien vieilli. Pour moi, ça va à A. Si j'avais une saison à vous conseiller, ce serait la saison avec le très cher Sébastien. Saison 4, une saison durant laquelle on a vu le plus grand vilain de l'histoire de la télé-réalité québécoise. Puis c'est même pas une joke, là. Love Story a vraiment le plus grand vilain de l'histoire de la télé-réalité québécoise. Allez voir ça, ça vaut la peine. Kitchen Nightmares avec Gordon Ramsay, c'est un show que j'écoute de
temps en temps. Là, j'écoute ça aussi souvent que j'écoute On a échangé nos mères. C'est un show correct là, si vous avez passé au travers des saisons des autres téléréalités que vous écoutez. Pour moi, ça va à eux. Cauchemar en cuisine parce que c'est pas quelque chose d'exceptionnel puis ça me donne pas envie d'aller manger dans un resto. Au contraire, ça me donne envie de me faire à manger chez nous. Peut-être que pour cette raison-là, ça pourrait aller à D. C'est pas très bien réalisé, mais c'est pas si mauvais que ça non plus. Non, ça va rester à E. Puis si j'avais un épisode à vous conseiller, ça serait comme l'épisode classique, là, le Amy's Baking Company, qui est un épisode que j'ai pas vu, mais qui apparemment est l'épisode à voir. Fait que en tout cas, ça vous donne une idée d'à quel point j'écoute très peu Kitchen Nightmares. Big Brother Canada. Quel fucking show pour vrai à comparer à Big Brother Célébrité. Si vous aimez Big Brother Célébrité, s'il vous plaît, allez écouter Big Brother Canada. C'est un excellent show. Les stratégies sont bonnes. Ça roule depuis 9 saisons. Il va y avoir une 10e saison qui va être mise en onde bientôt. Le concept de base est, selon moi, mieux exploité qu'aux États-Unis. Big Brother Canada, honnêtement, on a vu des candidats incroyables, on a vu des stratégies sublimes se dérouler pendant ce show-là. Moi, j'ai écouté à partir de la 3e saison, qui est la première à être disponible sur Internet dans une qualité raisonnable. La première et la 2e, je ne les ai pas vues. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dès la 3e saison, le niveau de jeu est très élevé. Puis ça atteint vraiment son apogée à chaque année. On a l'impression que ça pourra jamais être meilleur, mais c'est toujours meilleur. C'est sûr qu'il y a certaines années qui ont été un peu moins bonnes, mais je veux dire, c'est pas le genre de show qui connaît un déclin. On a vu la saison 9 l'année dernière, vraiment une excellente saison. Ça reste que la plus grande des saisons de Big Brother Canada, c'est la saison 5. Par contre, parce que c'est une saison qui est moitié All-Star, moitié Newbies, je vous la conseille pas nécessairement en commençant. Je commencerai peut-être un peu plus avec la saison 9, vraiment pour m'habituer au format de Big Brother Canada, voir un peu comment que les joueurs jouent. Puis par la suite, j'irai à la saison 5 parce que le gameplay est excellent pour vrai. Il y a des candidats que je veux pas nommer parce que je veux pas trop vendre la sauce. Il y a des candidats qui sont des inspirations sur une base quotidienne pour moi. Donc vraiment, Big Brother Canada, la saison 9, la saison 5, pour moi, c'est même pas une question. Big Brother Canada, c'est S-tier. Faudrait définitivement que je me mette à écouter Big Brother US. J'ai écouté quelques épisodes. Je pense que j'avais écouté des épisodes de la première saison. J'avais écouté des épisodes d'autres saisons. J'ai pas accroché honnêtement. Je pense que comme plusieurs internautes l'ont remarqué, Big Brother Canada est définitivement de meilleure qualité que Big Brother US. C'est peut-être mon petit côté patriotique là, qui ressort. Pour une fois que je suis fier d'être Canadien, profitons-en. Sexy Beast Netflix, c'est probablement la télé-réalité la plus champ gauche dans ma liste. C'est une télé-réalité en fait qui reprend un peu le concept de coup de foudre si on veut, sauf que les candidats cette fois-ci sont maquillés pour vraiment être à leur plein potentiel. Donc les candidats se voient contrairement à dans coup de foudre, donc il y a quand même le body language qui parle. Ils vont sur 2 dates en fait, puis à la toute fin il y a des reveals, puis là on se rend compte que tous ces gens-là sont censés être beaux. C'est des beautés très typiques, là, il y a personne de... En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, je m'embarquerai pas là-dedans, là, ça change rien à la qualité du show. Bref, Sexy Beast, c'est un show qui a 2 saisons, un show qui s'écoute vraiment bien, moi je l'ai binge-watch, mais ça va assez. Parce que le concept est intéressant, mais c'est pas si bien exploité que ça, puis il y a vraiment du monde haïssable dans le show, fait que c'est correct là. Dans le cas de Sexy Beast, honnêtement, peu importe l'épisode que vous allez écouter, vous risquez d'avoir du plaisir. Là, j'ai pas nécessairement d'épisode ou de saison à recommander. Vous l'attendiez, vous le saviez que vous alliez l'avoir. Occupation Double. Occupation Double, hein? Quel show culte au Québec. C'est comme, on dirait que ça finira jamais de finir, Occupation Double. C'est mort une fois, c'est ressuscité. Ça risque de remourir prochainement. Ça risque de ressusciter plus tard. Parce qu'on est des grands nostalgiques, puis parce qu'on sait pas trop comment faire de la télé. Fait qu'on fait juste récupérer les mêmes concepts over and over again. Donc Occupation Double, c'est un show
correct. Si on est honnête, c'est pas un show si exceptionnel que ça, Occupation Double. Ça va aller assez. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur Occupation Double parce que vous connaissez déjà le show. Par contre, si vous le connaissez pas, vous cherchez des saisons à écouter, je vous recommande une saison de la vieille mouture d'Occupation Double, une saison de la nouvelle. Pour ce qui est de la nouvelle, je vous conseille Eau des Graisses parce que Eau des Bali est meilleur, mais vous allez être obligé d'endurer fucking PH Quentin. Puis je pense que personne ne veut faire ça dans la vie. Puis, Eau des Graisses, c'est vraiment pas si mauvais que ça. Il y a quand même des bons candidats. Donc, Eau des Graisses pour la nouvelle mouture. Pour la vieille mouture, je vous conseille saison 8, la saison avec Nancy puis Georges-Étienne. Je pense que c'est ça, Georges-Étienne, ou je sais pas trop. Juste pour le punch final. Parce que, honnêtement, chapeau à Nancy, asti qu'elle est real. C'est un des seuls moments, en fait, où est-ce qu'on a vu quelqu'un être aussi real que ça à Occupation Double. Donc, chapeau à elle, puis ça vaut la peine d'aller écouter sa saison juste pour ça. Si on s'aimait avec Louise Sigouin, et si on s'aimait, tout ce qu'on ferait si on s'aimait. Si on s'aimait, ben, si vous connaissez pas le concept, c'est simple, c'est des gens qui vont sur des dates, choisissent un candidat avec qui ils veulent tester le courant, un candidat avec qui ils veulent passer l'aventure, même si dans le fond ils ont comme le choix de l'éliminer puis de prendre quelqu'un d'autre. En tout cas, ça arrive dans certains cas que ça fait ça. Puis on se retrouve même à suivre le deuxième. En tout cas, je sais pas trop, c'est organisé un peu tout croche si on s'aimait, mais le concept, moi, je le trouve fucking drôle. J'adore Guillaume Lemaitre-Vierge puis Émilie Bégin qui servent à rien puis qui viennent comme représenter le public, les réactions qu'on a de la manière la plus fake possible. J'ai écouté seulement la deuxième saison en entièreté, en toute honnêteté, mais c'est elle que je vous recommande parce qu'il y a des candidats qui sont sublimes dans cette saison-là. Honnêtement, shout out à la petite Karen là, qui s'appelle pas Karen, puis à l'autre Guillaume. Guillaume et la fausse Karen. Gros candidat, vraiment intéressant, mais ça se retrouve quand même assez. Puis là, on dirait que je me sens mal pour Big Brother. Je sais que j'ai dit qu'il y avait juste du potentiel là, mais quand je le vois à côté d'Occupation Double, puis si on s'aimait, puis Sexy Beast, je le monte à B. Je pense que ça fera pas de tort à personne. The Circle France. The Circle, c'est cool. C'est un concept dans lequel des individus sont tous isolés, chacun dans une chambre, puis ils se parlent. Donc ça utilise vraiment en fait le concept de ce que la vie est rendue en général. Des gens qui ont plein d'interactions, mais des interactions seulement sur une espèce de cloud. Puis, il y a des cas de fiches qui se retrouvent au travers de tout ça. C'est un concours de popularité. Fait que c'est vraiment comme un média social normal, mais mis en compétition. Donc, le concept, c'est vraiment intéressant. La saison France, c'est selon moi la meilleure saison. Il y a eu des saisons américaines, british. Je pense qu'il y en a eu au Brésil également. Puis sûrement à d'autres endroits là, que je pourrais pas nommer. Ils sont tous sur Netflix, c'est un concept de Netflix. Moi, sérieusement, The Circle France, vraiment, ça a été mon préféré. Gros coup de cœur pour le hashtag Ségolerie. Je vous conseille The Circle France. Puis honnêtement, ben, c'est quand même très bien exploité comme concept. Fait que c'est sûr que ça devient redondant. J'en écouterai pas des saisons à n'en plus finir parce que j'ai l'impression que la stratégie de The Circle France est quand même facile à définir. Donc pour moi, ça va à A. Mais vraiment comme juste l'édition française, probablement que le reste de The Circle irait plus à C ou à B. Mais parce que l'édition française est vraiment bonne, je vous la mets à A. Et je termine avec mon all-time favorite, Survivor. Survivor, fucking mon show pour vrai. Je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure seulement sur Survivor. C'est un show dans lequel, basically, on drop des individus sur une plage. Ils sont séparés en 2 tribus. Ces 2 tribus-là vont compétitionner 2 fois par semaine dans la version plus traditionnelle de Survivor. Et pour le premier défi, ils vont gagner un prix, un reward quelconque. Donc ça peut être de la nourriture, de l'équipement pour leur camp. Ils vont vivre en fait vraiment dans le bois avec des ressources primaires. Ils auront pas ou peu de nourriture et c'est un jeu au travers de tout ça, au travers de l'aspect de la survie. C'est un jeu politique.
tout le monde, contrairement à Big Brother, est up to elimination. Tu peux jamais vraiment savoir si c'est ton tour d'y passer. Et il y a les immunités individuelles qui sont possibles de jouer. Donc, il n'y a pas de power veto, il n'y a pas de compétition du veto. C'est vraiment, il faut que tu ailles trouver des immunités personnelles puis que tu les joues au bon moment. Parce que si tu les joues pas au bon moment puis que personne vote pour toi, tu fais juste les perdre. Puis si tu les utilises pas puis que tu te fais voter out, ben tu fais juste les perdre. Puis à un certain point, en fait, dans la game, les deux tribus vont merge ensemble. Parfois, il y a également 3 tribus. Donc là, ça peut être 3 tribus qui vont merge ensemble. Des fois, ils vont même juste brasser les cartes, rester ça divisé en 2 ou en 3. Puis ils vont refaire plus tard un grand merge. Donc tout ça, en fait que plein de gens vont côtoyer plein d'autres gens. Puis ils vont se ramasser à un certain point à être tous ensemble dans une même tribu. Et là, c'est là que la vraie game politique commence. C'est là que les relations qui ont été faites par le passé commencent. Et c'est là qu'on voit quel joueur est un bon joueur ou n'est pas un bon joueur. Dans les premières saisons de Survivor, ce qui était vraiment important, c'était d'être un bon survivant. Donc, c'était de contribuer à la tribu, soit par des efforts physiques dans les challenges, soit en pêchant, en construisant le camp, en l'améliorant. Malheureusement ou heureusement, cet aspect-là s'est trouvé un peu moins mis de l'avant dans les dernières saisons et c'est ce qui a forcé en fait Survivor à repenser son concept. Je pense que la COVID a un peu aidé aussi dans ce processus-là, ce qui a fait qu'on a eu une saison 41 qui était plus courte, mais beaucoup plus demandante physiquement. Les candidats n'avaient pas de riz, n'avaient pas de kit de pêche pour commencer. Ça a été long avant qu'ils aient leur pierre, ils pouvaient se la faire enlever si je ne me trompe pas. Ça a été vraiment une saison qui était beaucoup plus éprouvante physiquement. Donc même si c'était un peu plus court, on a remis de l'avant un peu l'aspect plus physique, l'aspect plus Survivor de Survivor. C'est quelque chose d'intéressant. Moi, c'est sûr que ce que j'aime beaucoup regarder, c'est plutôt la politique, mais je sais qu'il y a beaucoup de candidats qui disaient que eux, quand ils étaient jeunes, ils ont grandi en regardant vraiment le Survivor classique. Puis il faut pas oublier en fait qu'à la base, c'est ça qui est comme le centre, le noyau de cette télé-réalité-là. Survivor, c'est un show qui a 41 saisons sous la ceinture, un show qui sort 2 saisons par année, c'est super bien rodé, la production sait où elle s'en va, les joueurs savent où ils s'en vont, il y a eu à peu près toutes les stratégies qui ont été appliquées. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est des stratégies qui sont des hybrides de d'autres stratégies, des candidats qui think outside the box, qui voient un peu le jeu différemment, qui arrivent avec des nouveaux aspects qu'on n'a pas nécessairement vus. L'aspect social de Survivor est vraiment exceptionnel à regarder. Je trouve que c'est un show qui est super dans le sens où est-ce que l'animateur Jeff Probst est vraiment real, il est vraiment sweet Jeff, honnêtement, vous allez l'adorer. C'est un show dans lequel la diversité est mise de l'avant depuis fucking longtemps, que ce soit la diversité de genre, la diversité ethnique, religieuse, la diversité sexuelle. Et dans le show, il y a souvent des discussions en fait qui ont des dimensions plus éthiques. Donc je trouve ça vraiment intéressant. On sent que c'est pas forcé du tout. On sent vraiment que la prod en fait veut mettre la lumière sur différentes communautés. Donc honnêtement, chapeau à Survivor, autant pour cet aspect-là que pour le jeu en général. C'est un show que vous n'avez pas le choix de regarder sincèrement. Vous allez capoter sur Survivor. Même quelqu'un qui trippe pas sur les magouilles, sur les manigances, sur le jeu un peu plus dirty, je pense que vous allez aimer Survivor parce que justement ça dépasse cette dimension-là. Vraiment, c'est un show qui est multidimensionnel, c'est un show qui est complet. Puis il y a tellement de bonnes saisons, j'aurais pu vous recommander toutes les saisons que j'ai regardées. C'est sûr qu'il y a quelques saisons qui sont un peu moins bonnes, mais même dans les saisons moins bonnes, c'est intéressant de regarder comment les joueurs se débrouillent. Parce que je pense que dans ce genre de télé-réalité-là, le cast fait vraiment toute la différence. Si vous êtes avec des gens qui ont un niveau de jeu qui est moins fort que le vôtre, vous n'aurez pas le choix de vous adapter. Vous pouvez pas arriver et être super stratégique si personne n'est stratégique. C'est un peu ce qui est arrivé d'ailleurs à Michelle dans Big Brother Célébrité. Elle voulait backdoor un gars. Malheureusement, parce qu'au cours de la première semaine, elle avait fait une alliance avec les femmes en mettant 2 femmes sur le bloc. Il y a plusieurs candidates qui se sont comme révoltées contre elle parce qu'elles avaient l'impression en fait que les bottines ne suivaient pas les babines. Puis je pense pas que Michelle avait des mauvaises intentions. Je pense pas qu'elle avait l'intention d'éliminer une fille la première semaine de Big Brother Célébrité.
sécurité. Je pense qu'au contraire, en fait, c'était une manière de faire ça un peu plus sneak, mais parce que les candidats de la maison de Big Brother Célébrité n'ont pas un gameplay si élevé, ils n'ont pas été en mesure de comprendre son move, ce qui a fait qu'elle n'a pas eu le choix de se réadapter. Puis c'est ce genre de truc-là qui arrive même dans Survivor, parce qu'il y a des saisons où est-ce que le cast est simplement moins fort, ça l'arrive, mais c'est très rare. Puis même quand c'est le cas, on peut voir un joueur qui était très terne et sans éclat au début vraiment éclore dans une saison comme celle-ci. Puis souvent les candidats qui gagnent sont surprenants. Donc honnêtement, toutes les saisons de Survivor, je vous les conseille. J'avais 2 saisons à vous conseiller, je vous conseillerais probablement la saison 18 parce que le gameplay de celle-ci est un petit peu plus similaire à ce qui se faisait dans les premières saisons. Je pense que la saison 18, c'est pas mal une saison à laquelle il y a eu une cassure. Après ça, j'ai vu un peu plus des saisons stratégiques. Pour ma part, je pense que c'est vraiment dans la saison 18 avec Stevens qui était plus stratégique, un peu plus magouilleur, qu'on a vu l'arrivée en fait des grandes stratégies. Puis là, tu sais, je sais qu'il y a eu des grandes stratégies dans Survivor qui se sont faites avant, là, mais je veux dire, je pense que c'est là que le vent a tourné. Je pense définitivement que cette saison-là est très représentative en fait de la nouvelle ère de Survivor. Donc c'est une saison que je trouve intéressante, ne serait-ce que pour ça. Je vous conseille également la saison 40, qui est la saison Winners at War. Définitivement, commencez pas par cette saison-là, vous allez vous faire spoil pas mal le reste de Survivor. C'est une saison dans laquelle tous les candidats qui participent sont des candidats qui ont déjà gagné Survivor. Donc le gameplay est vraiment à son meilleur. Je pense que c'est probablement une des saisons où est-ce qu'on voit le meilleur de Survivor. Les saisons All-Star sont toutes intéressantes. Honnêtement, je pense entre autres à la saison des blocs. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir des blocs qui se fragmentaient à chaque vote et qui se reformaient par la suite. Il n'y a aucune alliance dans cette saison-là. Là, je parle pas de la saison 40, je parle d'une autre saison All-Star, mais qui elle aussi est intéressante. Donc définitivement, je pense que c'est le genre de show que vous devez écouter. Puis vous avez énormément de stock que vous pouvez écouter avec Survivor. On parle d'un show qui a 13 épisodes par saison à raison de 41 saisons, je le répète. Donc honnêtement, pour moi, Survivor, c'est vraiment le meilleur de la télé-réalité. Je pense pas qu'il se fait rien d'aussi bon. Pour moi, ça va à S. Même que tu sais, je mettrais Big Brother Canada comme entre S et A. Puis je mettrais Survivor tout seul à S parce que pour moi, c'est une coche au-dessus. Donc, je vous conseille définitivement Survivor, Love Story, The Circle France et Big Brother Canada qui sont selon moi les 4 meilleurs shows de cette liste-là. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Peace out.